Bonjour les loulous et le louloute, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26, oui c'est ça. Nous sommes le dimanche 26 mars, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça va, aujourd'hui dimanche, ça va. Je vais vous faire le petit Dixio. Donc là on est rendu la banquise. Donc banquise c'est B-A-N-Q-U-I-S-E. Banquise. Au pôle Nord et au pôle Sud, il fait si froid que la mer a gelé. Elle s'est transformée en banquise. Voilà, c'est ça une banquise. C'est ça. Voilà, ça c'est une banquise. C'est où qu'il y a les ours polaires, les phoques et tout qui sont. Nous allons faire un petit songe de lune et après, je vais vous raconter, c'est des contes et légendes de Charente. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, nous sommes le 26 mars. Christophe et la trompette. Alors... Et demain, ça sera la balade des jouets, demain. Là, aujourd'hui, c'est Christophe et la trompette. Christophe a trouvé une trompette qui appartenait à son grand-père. C'est merveilleux, s'exclame-t-il, je vais pouvoir faire de la musique. Le petit garçon souffle dans l'embouchure, des notes discordantes s'envolent dans la pièce. Il te faut une partition, sinon tu ne pourras pas jouer d'une façon harmonieuse, lui disent-elles mécontentes. Christophe est très étonné, mais les notes ont raison. Il découvre dans un vieux coffre un morceau de musique et souffle maintenant dans l'instrument en essayant de suivre les notes dessinées sur la portée. Hélas, le résultat est bien décevant. Il faut d'abord étudier le solfège, conseille sa maman qui vient d'arriver. Christophe y est bien décidé et prendra ce soir sa première leçon avec son papa. Voilà. Alors, là, vous avez la trompette qui est là. Elle est juste là, la trompette, vous voyez. Là, voilà. Là, c'est Christophe. Et là, c'est les notes de musique qui dit qu'il faut qu'il prenne une partition. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, par contre, il va y avoir Contes et légendes de Charente. On va changer un peu. Je crois que le dimanche, je vous ferai peut-être ce livre-là. Oui. Mais avant, je vais aller fouiller dans ma boîte. Et je vais prendre ce que la copine voilà, on va prendre celui-là. Merci Isa. On va bien remercier Isa. Je vais prendre celui-là. Comme ça, je vais vous lire le conte. Et puis, leur conte et légendes des Charentes. La belle paresseuse. Alors, vous allez bien écouter l'histoire.
Parce que je vais vous dire que celle-ci, je l'ai déjà racontée, mais là, c'est une autre forme. La belle paresseuse. Il y avait une fois un moulin sur la Charente, et le meunier qui y vivait faisait de bonnes affaires et aurait été très heureuse si sa fille ne s'était montrée aussi paresseuse. Elle était très belle et passait toutes ses journées à se regarder dans le miroir. On va dire que ça, c'est le miroir. On va dire que c'est le miroir, puis... Je suis belle. Mais je ne peux rien faire, j'ai mes mains tout douces. Quand lui demandait d'aller panser les moutons ou les porcs, d'aller traire les chèvres, de donner du grain aux poules, elle refusait sous prétexte qu'elle craignait de se salir. Jamais elle ne mettait la main à la cuisine. Jamais elle n'aidait à jardiner. Elle ne filait pas avec sa mère au coin du feu durant les longues veillées. Elle ne voulait toucher ni au lin, ni au chanvre, ni à la laine, car, affirmait-elle, cela lui abîmait les doigts. Quant à la lessive, elle avait décidé une bonne fois pour toutes de ne jamais s'en occuper. Le meunier et sa femme, qui eussent été très fiers de leur fille, en éprouvaient un profond chagrin. Ah, tu m'étonnes, elle fait rien, c'est une bonne à rien. Non mais ça marcherait pas comme ça. Non mais faut travailler les enfants. Bah oui. Alors écoutez bien. Des disputes éclataient chaque jour, mais la belle paresseuse avait toujours les derniers mots. « Comment feras-tu quand tu seras mariée » demanda sa mère. « J'aurai des servantes, mais un homme de notre condition ne pourra te les payer. Tant vaut la femme, tant vaut la maison. Tu seras la ruine de celui qui te prendra. Je le choisirai assez riche pour me payer mes fantaisies, retroquait l'effronté. Excédé, le meunier entra dans de telle colère qu'il la battait comme plâtre. Elle criait grâce, pleurait, mais sans pour cela devenir plus active. Un jour, après une correction assez rude, elle gémissait au bord de la rivière lorsqu'un seigneur vint à passer par là. Oh, elle était si belle qu'il la remarqua du haut de son cheval, s'approcha et demanda galamment « Qu'avez-vous, bel enfant ?» Elle courut vers le moulin sans lui répondre, se réfugia à l'intérieur de la maison. Le seigneur mit alors pied à terre, pénétra chez le meunier qui, surpris, s'inclina profondément, le bonnet à la main. « J'ai vu là une belle jeune fille en train de pleurer, dit le seigneur. Qui est-elle ? » ?»« Ma fille, notre seigneur. » »« Pourquoi était-elle ainsi affligée ? » Le meunier hésita. Avouer la correction qu'il avait donnée pouvait lui coûter cher selon l'humeur du seigneur. Il eut une inspiration. « Notre seigneur, ma fille pleure parce que sa mère et moi, nous ne voulons pas la laisser travailler à son gré. »« Comment ? Elle se tirait à la tâche tant qu'elle est vaillante. »« Quoi ? » ?»« Oui, continua le meunier, qui se grisait de ses mensonges, et y prenait du plaisir. Elle a filé hier une pleine chambre de chanvre et elle voulait recommencer aujourd'hui. Sa mère et moi, nous craignons de la voir tomber malade. Le seigneur dit. Elle a filé dans sa journée une pleine chambre de chanvre. Oui, monseigneur, cela lui arrive souvent, fit éhonter le meunier. « Homme !» ordonna le seigneur, « appelle ta fille. » Le meunier obéit, et la belle Médéa descendit de sa chambre haute, non sans avoir arrangé ses cheveux, essuyé ses larmes et piqué d'une fleur à son corsage. Le seigneur la regarda et fut ébloui. Alors, je vous fais voir. Voilà. Alors, c'est comment qu'elle s'appelle? C'est Médéa, oui, c'est ça. Voilà Médéa, qui est très belle. Médéa, regardez-le. Meunier, dit-il d'un ton péremptoire, je l'emmène, et si elle est telle que tu me l'as dépeinte,
j'en ferai mon épouse. Mais si elle dément tes paroles, elle finira ses jours dans un cachot et toi tu seras pendu. » Médéa, stupéfaite, contemplait son père sans comprendre. Elle fut contrainte sans autre explication de monter en croupe derrière le seigneur, et dès que celui-ci se fut un peu éloigné, le meunier et sa femme versèrent des torrents de larmes. « Nous la reverrons plus, gémissait-il. Nous avons perdu notre fille unique. Nous finirons nos jours au bout d'une corde. » Au cours de la route, le seigneur se tourna vers la jeune fille. « Ton père m'a assuré que tu étais si vaillante à l'ouvrage que tu n'avais pas ta pareille dans toutes les provinces environnantes. S'il a dit vrai, tu deviendras mon épouse, mais s'il a menti, un châtiment exemplaire vous frappera, toi et tes parents. » Je suis désolée. J'arrête pas pour ça. Je suis désolée. Oh là là. Qu'est-ce qui va y arriver? Médéa se mit à trembler intérieurement, mais elle fit bonne contenance et murmura timidement, essayant d'amadouer ce seigneur si résolu. « Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Au bout de quelques heures de chevauchée, ils arrivèrent auprès d'un immense château entouré de remparts. Au pied de ceux-ci commençait une forêt très épaisse, profonde et sombre. La jeune fille ne connaissait rien de cet endroit, si éloigné de chez elle, et elle comprit qu'elle se trouvait à la merci de son ravisseur. Elle le trouvait très beau, mais il l'effrayait tant sa voix se faisait dure et ses yeux luisaient d'inquiétante façon. Tandis qu'elle se laissait glisser de la monture, il appela des servantes et la fit conduire dans un petit pavillon de la cour. On l'y installa et le lendemain matin, on lui apporta de la fenace de chanvre, de quoi remplir une chambre tout entière. Le seigneur alors vint la voir et lui annonça « Ton père m'a affirmé que tu étais capable de filer cela dans une seule journée. Je reviendrai demain matin. » Les servantes disposèrent à boire et à manger sur une petite table auprès de Médéa et se retirèrent en fermant la porte à clé. Quelques instants passèrent, la jeune fille se tordait les mains de désespoir devant cet amas d'étoupes et emmêlées. Elle saisit les cardes, tenta de démêler et peigner la fenace afin de l'enrouler sur la quenouille. La peau fine de ses doigts s'écorcha jusqu'au sang, et elle n'arriva à rien de bon. Au bout de plusieurs heures d'efforts inutiles, elle pleura à gros sanglots. « Oh, mon père, que vous avez été cruel! Oh, que je maudis vos discours vaniteux! Un sort affreux vous attend ainsi que moi, sans aucun doute. » Elle eut soudain un grand cri de révolte. « N'aurait-il personne pour venir à mon secours? »« Me voici. Que me veux-tu » demanda alors une voix toute fluette. Elle baissa les yeux et vit sur le sol à côté d'elle, juché sur la fenace, un tout petit homme qui lui arrivait à peine au mollet et lui dit « Je peux t'aider, j'en ai le pouvoir. Parle. » La belle Médéa eut d'abord très peur de cette créature minuscule. Le lutin était très brun avec des cheveux crépus, des boucles d'oreilles en or et une barbe noire toute frisée. Son accoutrement était des plus bizarres. « Il faut que tout ce champ soit filé avant demain matin, dit-elle d'une voix morne. J'arrête 2 minutes. Ce sera fait, dit le lutin, mais à une condition. Oui, j'accepte tout d'avance, dit Médéa. Promets-moi que tu me donneras ce que je te demanderai à l'instant que je fixerai. Je promets tout ce que tu veux, à condition que tu me sortes de ce mauvais pas. Jure-le. » Et la jeune fille jura, et le petit homme fit un geste de la main en prononçant des mots cabalistiques. En un clin d'œil, tous les amas de chanvre furent filés et tressés en beaux écheveaux bien réguliers. Alors le lutin disparut. La jeune fille crut tout d'abord qu'elle rêvait. Mais non, tout était bien réel.
Alors elle s'installa à la petite table, but et mangea, puis, brisée d'émotion, s'endormit la tête appuyée sur le chanvre. Le lendemain matin, le Seigneur vint à l'heure dite, et il poussa une exclamation d'étonnement. Tout vint voir le prodige, et chacun s'émerveillait de savoir-faire et la rapidité prodigieuse de cette belle jeune fille. La journée fut accordée à Médéa pour se reposer, mais au soir, les servantes apportèrent de nouveau une pleine chambre de lin. Le Seigneur lui annonça sa visite pour le lendemain matin. « Ce ne sera qu'un jeu pour toi de filer tout cela et de mettre en écheveau, alors que tu n'as même pas les doigts écorchés par le chanvre. » Médéa, une fois seule, eut une crise d'anxiété aussi grande que la première fois. « Si le lutin ne revient pas, se disait-elle, que ferai-je » Elle se mit à l'appeler, à le supplier sur tous les tons, et de sa voix la plus enjôleuse, mais il n'apparut que vers le milieu de l'après-midi. Et comme la première fois, il fit jurer Médéa de lui accorder ce qu'il lui demanderait à l'heure choisie, par lui. Le Seigneur fut de nouveau émerveillé de trouver le lin filé en pelote. Il éprouvait en même temps une sorte de ravissement, comme s'il eût mis la main sur un trésor. Mais comme il ressentait encore une méfiance inexplicable, il fit encore apporter toute une cargaison de laine, ordonnant à Médéa d'agir comme les 2 fois précédentes. Tout se passa bien, et quand la laine reposa en pelote bien régulière, le farfadet dit à Médéa: « Je reviendrai plus tard chercher ma récompense. Sois toujours prête à me la donner, car je ne t'avertirai pas. » Médéa, toute heureuse d'être tirée d'embarras, s'assure qu'elle s'en souviendrait. Elle éclaterait de rire dès son départ. Quand le Seigneur vient, ce matin-là, il éprouva un tel contentement qu'il parla de célébrer ses noces sans tarder. Les préparatifs furent accélérés. Excusez-moi. Ça, c'est le jour. Ça, c'est... Les préparatifs furent accélérés et la cérémonie eut lieu quelques jours après. Si belle qu'on en parla dans tous les châteaux des environs. Il y eut un festin inoubliable durant lequel Médéa, une beauté à faire perdre la tête, présidait la table en costume digne des fées. Les servantes, les chambrières et jusqu'aux femmes des paysans avaient travaillé jour et nuit à lui coudre et à lui broder des habits de brocart d'argent, rehaussés de dentelles et de fourrures précieuses. Tandis que les desserts suivaient, les venaisons et que le vin coulait dans les gobelets et les tasses d'or, le Seigneur dit à sa nouvelle épousée: « Et maintenant que tu as donné le plus magnifique exemple d'habileté et de vaillance, tu ne travailleras plus. Je ne veux pas que tu te blesses les doigts. » Il lui baisa tendrement la main. La belle paresseuse connut dès alors l'existence dont elle avait toujours rêvé. Ses journées s'écoulèrent dans une oisiveté délicieuse. Ces femmes la peignaient, la paraient, l'habillaient et lui servaient les mets les plus rares. Elle se promenait nonchalante au bras de son Seigneur, ou bien elle écoutait étendue sur une couche moelleuse, faite de plusieurs lits de plumes, les chants et les complaintes de son troubadour, qui s'accompagnait tantôt sur sa viole, tantôt sur son luth. Si elle se sentait morose, les bouffons faisaient 1000 tours et racontaient de grosses farces pour la distraire. Parfois, elle allait à la chasse sur une belle acnée blanche. C'est un cheval. D'autres fois, elle recevait
visite de seigneurs et de dames, et tous ensemble dansaient ou jouaient à des devinettes ou à des jeux innocents. De temps en temps, Médéa se rappelait le petit homme brun, mais son caractère indolent la poussait à chasser toutes les tracas. À chasser tous les tracas. Et peu à peu, elle oublia complètement le lutin. Elle avait pensé à ses parents cependant, et son père avait éprouvé une satisfaction véritable en recevant par un message à cheval une bourse pleine d'or. Or, la belle Médéa devient mère d'un ravissant bébé. La première nuit, tandis que l'enfant dormait, la belle paresseuse se réveilla, un bruit léger l'avait tirée de son sommeil. Elle ouvrit les yeux et vit à la lueur de la veilleuse à l'huile le petit homme brun debout sur la courte pointe de son lit. Il lui dit « As-tu pensé à moi ?» « Pas souvent, » fit Médéa avec franchise. « Te rappelles-tu ta promesse ?» « Oui, » dit Médéa, et elle commença d'avoir peur. « Me donneras-tu ce que je vais te demander ?» « Oui, » redit-elle, mais ses dents se mirent à claquer. « Bien, » fit le nain. « Je vais alors emmener ton bébé. »« Ah non, pas ça, » gémit Médéa. « Non, je t'en supplie. » Je vous ferai voir la photo tout à l'heure parce que je vous la ferai voir après. Pourtant, tu as juré. Je ne pouvais pas croire que tu me demanderais mon enfant. J'aurais mieux aimé finir ma vie dans un cachot. Ce que j'ai fait, je peux le défaire, s'exclama le lutin menaçant. Médéa le supplia, l'implora tellement qu'il parut avoir pitié d'elle. Écoute, décida-t-il, je veux te laisser une chance. Je reviendrai encore de nuit, à la même heure, vers minuit. Si tu as découvert comment je m'appelle, tu garderas ton fils. Mais si la troisième nuit, tu n'as pas trouvé mon nom, alors j'emporterai ton enfant. « Oh, que tu es bon, petit homme, » dit Médéa, qui crut que ce n'était pas difficile du tout. « Merci de tout mon cœur. »« Ne me remercie pas. Avant d'avoir découvert mon nom, » dit le farfadet, avec un sourire ironique. Il disparut. Toute la journée, Médéa pensa à des noms. Et lorsque le lutin revint cette nuit-là, la jeune femme commença aussitôt. « Tu t'appelles Olivier ?»« Non. »« Alors Rigaud ?»« Non. » Elle put passer en revue successivement tous les prénoms du calendrier. Elle n'avait pas encore deviné lorsqu'à l'instant du départ arriva, le farfadet lui dit « Au revoir, Médéa. Tu as encore une chance demain. » Toute la journée du lendemain, Médéa eut la fièvre. Elle entendait sans cesse la menace du lutin. Plus demain, et son rire glaçant semblait résonner encore dans sa tête. Au fur et à mesure que l'heure avançait, la belle ne pouvait plus rester en place, et lorsque le crépuscule tomba, incapable d'attendre l'heure où on lui ravirait son bébé chéri, elle sortit en cachette du château, s'enfonça dans la forêt au pied des remparts, et l'ira un long moment, distinguant à peine les arbres. Se déchirant au fourré et s'éperdue d'angoisse qu'elle ne sentait même pas les écorchures des épines. Elle crut voir une lueur et s'en approcha sans faire de bruit. Elle arriva au bord d'une clairière tout éclairée d'un grand feu de branchage. Tout autour dansait le petit homme brun. Il chantait et gambadait, et voici que Médéa comprit. Regardez. Voilà. Médéa voit le petit homme qui danse autour du feu, le petit lutin. Et Médéa, elle est là.
tout autour du feu dansait le petit homme brun. Alors, il chantait en gambadant et voici ce que Médéa comprit. Je suis bien content et je ris et je danse car le bébé du Seigneur et de Médéa bientôt sera à moi, bientôt sera à moi. Car jamais Médéa ne saura que je m'appelle Chrysanthropina. Médéa faillit crier. Elle se répéta plusieurs fois le nom étrange pour être sûre de ne pas l'oublier. Elle courut vers le château si vite qu'elle faillit trébucher car sa faiblesse et son émotion étaient grandes. Elle venait de se coucher lorsque le farfadet apparut. « As-tu trouvé ?» demanda-t-il d'un ton mon cœur. « T'as trouvé ?» Médéa voulut le taquiner un peu. Il énuméra le nouveau des noms. Pavot, girofle, colichmarde. Il souriait sarcastique lorsqu'elle asséna. Lutin, mon ami, je ne peux pas m'amuser plus longtemps. Ton nom, je le connais. Tu t'appelles Chrysanthropina. Alors le petit homme poussa un cri terrible et déchirant et disparut à jamais. Médéa prit son bébé dans les bras, le berça longuement tout en pleurant de soulagement. Après cette aventure, elle vécut très heureuse et eut encore bien d'autres enfants. Quand ils furent assez grands, leur père ne manqua pas de leur raconter comment leur mère avait été, avant son mariage, la plus habile, la plus active de toutes les filles du royaume. Il ajoutait « Mes enfants, prenez toujours exemple sur votre mère. » Et il ne se demanda jamais pourquoi Médéa rougissait invariablement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà les enfants. Alors, chaque dimanche, on va faire ça. Voilà. On va mettre un petit, je vais mettre un petit mot. Et hop. Me faudrait alors tous les dimanches un conte et légende de Charente. Voilà. Alors, on va mettre un petit bout de scotch ou pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Si je mets ça, c'est que ça va pas. Je vais mettre un tout petit peu, j'espère que ça. Voilà. Hop. Voilà les enfants. Normalement, je voulais rien faire et puis en fin de compte, voilà, je vous ai fait une petite, un petit conte. Comme ça, tous les dimanches, vous aurez ça. En plus des contes de Grimm, contes de Perrault, etc. Voilà. Et ben, mes loulous et mes louloutes, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Faites de beaux rêves et bonne nuit les petits. Allez. Vous avez un gros bisou de Béa. Au revoir les enfants. À demain.